Et bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du .NET et on va faire une petite application, API REST sur avec ASP.NET Web API. Donc ASP.NET Web API, c'est une technologie qui est conçue par Microsoft et qui permet de pouvoir faire des applications web modernes. Et il s'appuie sur le framework .NET qui aujourd'hui est multiplateforme et qui fonctionne sur Windows, Linux et macOS. Bien évidemment, avant de l'utiliser, il faut l'installer. Donc du coup, on va aller sur le site de Microsoft, .NET-microsoft.com. Vous cliquez ensuite sur le bouton Download ici. Et en fonction de votre système d'exploitation, il va vous proposer la bonne version installée. Là, vu que je suis sur Windows 11, il me propose ici de télécharger en version 64 bits. Il y a une ancienne version qui est la version 6, qui bénéficie d'un long terme support, mais la version recommandée est la version 7. Il faut garder à l'esprit qu'il y a la version .NET 8 également qui est en preview. Mais nous, on va se contenter de celle-là. Vous cliquez sur télécharger ici, ça va télécharger sur votre système. Vous l'installez, c'est pas compliqué, suivant sur votre terminal. Et ça vous donne accès à une commande ici qui s'appelle .NET. Donc si vous tapez .NET dans votre ligne de commande et que vous obtenez ceci, c'est que l'installation s'est bien effectuée. Donc on va créer notre première application, je vais dire. On tape la commande .NET New Web API et on fait -n REST API. Ici donc à travers cette commande, on dit .NET crée une nouvelle application de type Web API parce que .NET on peut concevoir plusieurs types d'applications. Et là on donne le nom de notre projet REST API. On appuie sur Entrée. Et là, il nous explique bien qu'il a créé une API web ASP.NET Core. Là, tout de suite, on va naviguer dans ce dossier et l'ouvrir avec VS Code. La structure des dossiers ici est plutôt simple. Et je vous propose d'installer une extension dans Visual Studio Code. Cette extension s'appelle C# DevKit et vous donnera la coloration syntaxique et l'ITLicense. Donc l'ITLicense en fait c'est l'outil d'autocomplétion qui est initialement dans Visual Studio et il est réputé être très puissant, donc vous l'installez, vous l'aurez cette ITLicense là. Et aussi ça ajoute le support du C# à Visual Studio. Ok, donc moi je l'ai déjà installé, je vais donc refermer l'explorateur par défaut de Visual Studio ici. Je vais donc ouvrir l'explorateur de solution. Pour ceux qui sont déjà habitués avec Visual Studio, ils vont sûrement reconnaître cet explorateur de solution là. C'est tout simplement la vue de notre projet en termes de Visual Studio. Ok, donc je disais pour la structure, on a quelque chose de vraiment très léger. On a un dossier contrôleur à peine et un fichier programme ici. Dans le contrôleur, il nous a créé un contrôleur par défaut à ce niveau-là. Et on a le fichier là, app settings là, c'est un fichier dans lequel on va mettre toutes les configurations de notre application. Le fichier programme ici, c'est le fichier, le point d'entrée de notre application. Donc ici, c'est là qu'on configure le serveur web, c'est là qu'on configure les services et l'injection de dépendances. Et ce fichier là, il est tout simplement lié au contrôleur par défaut qui est à ce niveau. On va lancer notre application pour voir comment il se présente. Pour cela, on tape la commande .NET Watch. Il va compiler notre application et nous lancer le serveur de développement. Donc par défaut, on arrive sur cette page. Et là, quelque chose à souligner, c'est que
tous nos API, il nous génère automatiquement une documentation qui est compatible avec la norme OpenAPI. Ça c'est super parce que on n'aura donc pas à le faire nous-mêmes. Là au passage on remarque le contrôleur par défaut qu'on a vu tout à l'heure. Il a bien ajouté l'entry point ici et on peut même exécuter pour voir le résultat. C'est super donc pour nous permettre de tester notre API au fur et à mesure qu'on le crée. Super. Donc, moi ce que je vous propose c'est créer une petite API dans laquelle on va pouvoir créer les posts d'un blog. Et ces posts là on va utiliser une base de données SQLite pour les enregistrer. On va donc commencer par supprimer cette classe vu qu'il ne nous sert pas et on va supprimer celui-là également. On va commencer par installer tout ce qui est interaction avec la base de données. Donc pour les bases de données dans le monde de .NET, on utilise Entity Framework. Donc Entity Framework en fait c'est l'ORM qui est utilisé dans le monde de .NET. Pour commencer il faut l'installer. Donc là c'est ce qui nous explique à ce niveau là. Il faut installer d'abord cet outil. C'est à travers cet outil qu'on a les commandes nécessaires pour pouvoir migrer notre base de données et créer des migrations et tout. Donc on copie cette commande, on coupe le serveur et on va installer cet outil. Bon, moi je l'ai déjà fait ici, il me dit que l'outil est déjà installé. Et puis il faut ajouter cette dépendance à notre projet. C'est à travers ce package là qui sait en fait comment bien générer les choses. Donc on va copier la commande et le mettre dans notre invite de commande ici. Là il nous dit que c'est en train de s'installer. Ok. Maintenant on va ajouter le data provider SQLite parce que Entity Framework il supporte plusieurs providers de base de données. On peut utiliser une base de données SQLite, une base de données en mémoire, une base de données SQL Server et ainsi de suite. Donc ce n'est pas installé par défaut, c'est à vous de choisir. Nous on a choisi ici SQLite, donc on va copier cette commande et on va le taper ici .NET Add Package Microsoft Entity Framework Core SQLite. On fait entrer. Et on est bon. Donc la première des choses ici, c'est de créer le modèle. On va venir dans notre solution, créer un dossier ici qu'on va appeler modèle. Et là-dedans, on va créer notre modèle post. Donc je clique là, je fais une nouvelle classe, on va l'appeler post. Le namespace ici, il est dans le namespace modèle. Et pour cette classe, on n'a pas grand chose. Juste un ID, le titre du post, getSet, ok, en chaîne de caractères. On va dire qu'il ne peut pas contenir de valeur nulle. Nous allons aussi mettre le contenu du post en question. GetSet, on ne veut pas que ça soit nul aussi. On aura juste un champ ici published. Bon, un champ datetime ici qui va contenir la date de création. Donc created at. Et par défaut, on veut qu'il puisse prendre la date et l'heure actuelle. Maintenant que nous avons créé notre modèle, on doit créer le data context. Donc on doit créer le modèle contexte, pardon. Le modèle contexte là, c'est lui en fait qui fait la transition entre notre base de données et nos modèles qui sont ici. C'est en quelque sorte la super collection. Donc là-dedans, c'est là-dedans qu'on suit en fait les changements sur les entités, les enregistrements et tout ça.
Donc là, je viens ici, je clique sur nouvelle classe et je vais appeler ça modèle contexte. Donc là, le nom, évidemment, vous mettez le nom que vous voulez. Ici, on va juste importer Microsoft.EntityFramework Core et on va faire hériter cette classe de dbContext. Nous allons ensuite créer un constructeur par défaut, dbContext option. Voilà. Et on va appeler le constructeur parent puis lui passer les options. À ce niveau, on est presque bon. Il nous reste juste à déclarer que dans ce dbContext là, on a ici quelque chose qui permet d'interagir avec la table poste. Ok, là on est plutôt bon. Maintenant, dans ASP.NET ici, le modèle contexte là, il est injecté par le service d'injection de dépendance de notre application. Donc il faut qu'on le configure au niveau du programme. Ici également, on va importer EntityFramework, Microsoft.EntityFramework Core, et on va injecter notre dbContext, modèle contexte, et et ici on va lui dire d'utiliser la base de données SQLite et on va lui préciser quelle base de données il doit utiliser. Ressources égale à .db.sqlite. Voilà. Donc là ici on a expliqué à notre service d'injection de dépendance qu'on a un modèle contexte ici, et à la création de ce modèle contexte on lui précise qu'il doit utiliser la base de données SQLite à ce niveau. Après qu'on ait fait ça, il nous faut générer maintenant la migration qui va créer la base de données. Donc là on retourne dans notre ligne de commande, on fait .NET EF migration add initial create. Donc initial create ici c'est le nom de notre migration et là pour dire notre première migration. Là on remarque qu'il nous a créé un dossier migration ici avec la migration en question. Voilà. Il nous reste donc plus qu'à lui dire de migrer la base de EF database update. Ok, donc là il a monté la migration et on voit bien qu'il nous a créé la base de données db.sqlite à ce niveau. On a bien une table poste ici avec les différents champs tels qu'on les a déclarés dans notre modèle. Super. À partir de maintenant, on va relancer notre serveur de développement .NET Watch. Et on va créer notre premier contrôleur. Donc on va aller dans le dossier contrôleur et créer une classe ici qu'on va appeler PostController. Ce contrôleur, il est dans le namespace controllers ici. Et on le fait hériter de contrôleur base. Voilà. Là, à travers une annotation, on précise que ce contrôleur est un contrôleur d'API. Et ici, on va aussi préciser l'URL de base de ce contrôleur là, c'est API/post. Là, on va déclarer un constructeur public pour ce contrôleur afin de pouvoir récupérer le modèle contexte via l'injection de dépendance. Ici donc je crée le contrôleur, je vais déclarer une propriété privée en lecture seule ici, modèle contexte, je vais l'appeler contexte. Il ne me reste plus qu'ici qu'à faire contexte égale contexte afin de récupérer le modèle contexte. Nous créons donc notre première action.
Donc task ici, action result de liste des posts. Action result à ce niveau, c'est en fait comme un wrapper qui va ajouter toutes les en-têtes, tous les bons en-têtes restent pour quand on va envoyer nos données. Donc là, j'oublie pas d'importer le modèle post. Là, on va commencer par lire tous les posts. Égal await context.post.find toList async plutôt. Voilà, toList async ici. Là, effectivement, je dois importer Entity Framework Core ici, sinon ça va pas fonctionner. Et je retourne une réponse de type OK dans lequel il y a mes posts. Donc ça aurait pour effet de mettre les bons en tête REST API. Donc il mettra l'entête 200 avec les données qui vont avec. Et aussi, on n'oublie pas de préciser que cette action est accessible via le méthode get. Nous allons créer deuxième action, task. Cette fois-ci, on a action result de post avec ici l'ID du post qu'on souhaite récupérer. Là, on va récupérer le post à travers le modèle context find async ID. Ici, on vérifie bien que le post existe, donc qu'il n'est pas nul. S'il est nul, on renvoie une réponse de type not found. Sinon, on renvoie une réponse de type OK avec le post en question. Et là également, on n'oublie pas de préciser que cette action est accessible via la méthode get et que dans son URL, il y a un paramètre ID. On crée maintenant la méthode qui permet, l'action qui permet de créer un post. Donc là également, c'est action result de post, action result de post ici. Et à ce niveau-là, il a fait n'importe quoi ici, c'est action result de post. Voilà. Et ici, on n'oublie pas de préciser que ce post-là, il sera injecté via le body de la requête. Également, on précise que cette action, il est accessible via la méthode post. Là, à ce niveau, il ne nous reste plus qu'à faire, à récupérer notre modèle contexte, on récupère les posts et on l'ajoute dans l'entity manager à ce niveau. Puis on fait un await du context.saveChanges. Et on envoie une réponse de type created ici. Voilà, on voit une réponse de type created at action, name of get, la new id égale post.id et le post. Donc à ce niveau là, on lui renvoie une réponse de type created at action pour dire que la ressource a bien été créée. On lui précise l'URL à laquelle il est accessible, donc on récupère ici la méthode get. Ok, ça aura pour effet de remplacer automatiquement l'URL de get ici. Donc le name of, c'est une fonction de C# qui permet de récupérer le nom d'une fonction de façon dynamique. Et là, vu que cette méthode prend un paramètre ID, donc on précise l'ID à ce niveau-là, et dans le corps de la réponse, on mettra le post qui vient d'être créé. Après, on va créer ensuite une autre méthode, task, ici, action result, post toujours, on va appeler ça put. Cette méthode prend un ID et le post qu'on souhaite modifier, donc la requête, enfin le payload qu'on souhaite modifier.
Et là, on dit que c'est accessible via HTTP put ici. Et il a un paramètre qui est l'ID. Là, pareil, on va vérifier que si le poste, si l'ID qu'on a passé en paramètre ne correspond pas au poste qui a été soumis ici, on va envoyer une requête du type bad request. Sinon, nous allons modifier le tas de cette entité là qui nous a été passé et on va enregistrer les changements. Save change async. On n'oublie pas de faire un await. Et cette action envoie un truc de type no content. No content. Donc ici, en fait, cette entité là, quand il est injecté ici, on voudrait que ça soit une entité qui est traquée par notre DB context. Ok. Donc là, vu que ça va être déjà traqué, on modifie son état. On lui dit que l'état a été modifié. On enregistre des changements, on en revoit une réponse de type no content. La réponse appropriée pour les requêtes de type post. Ici, notre serveur ici nous dit qu'on a fait des changements qui sont un peu trop rudes, donc on doit le redémarrer manuellement. Là, je vais choisir le A pour qu'il puisse toujours faire le redémarrage. Si on vient maintenant à notre page ici, là où on avait Swagger UI, on voit tous les endpoints qu'on a déclarés qui se sont ajoutés à ce niveau. Il ne reste plus qu'à le tester. On voit le premier post ici. On va faire un try it out. On exécute. Il nous renvoie une réponse vide de type 200. Si on souhaite créer un nouveau post ici, on va faire un try it out. La ID, on va évidemment pas préciser l'ID. Le titre, on va mettre un post. Le contenu, on dira un contenu. Et la date, on exécute. Là, il nous dit bien que le post a été créé. Là, maintenant, si je tente de récupérer la liste des posts, j'ai bien le post qui est renvoyé ici dans la réponse. Alors là, vous allez bien me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est la validation? Donc, on va tout de suite mettre en place la validation ici. Avant d'aller plus loin, on va créer un DTO, donc un Data Transfer Object, qui nous permettra de représenter ici les données qu'on reçoit du côté de l'API. Donc dans modèle, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler DTO. Et là-dedans, on va créer une classe ici qu'on va appeler create post. Là, on n'oublie pas de mettre le bon namespace et modèle et DTO. À la création d'un post, on a juste besoin qu'on nous fournisse le titre. Get set ici. On ne veut pas que ce titre là soit nul. Et on doit préciser que c'est requis. Donc là, on met la notation require. Ensuite, nous avons besoin de préciser le contenu du post, content. Là, pareil, on fait get set. Il ne peut pas être nul. Et ici, on dit qu'il est required également. On n'oublie pas le point virgule. Là, on a d'autres propriétés qui permettent de préciser la taille maximum. Donc là, on peut dire que ici, on ne peut pas dépasser 255 caractères. Ça va automatiquement se traduire en des règles de validation. Pour la création du post, ici, je crois que c'est amplement suffisant. Maintenant, dans le post ici, plutôt que de lui passer un post directement, on va lui passer le create post. Là, évidemment, on ne peut pas enregistrer un create post parce que c'est pas un objet de notre base de données. Il nous faut créer un objet post. Donc, on fait post égale ici, on va renouveler d'abord ça, post DTO, on va dire.
Et là, on va créer un nouveau post ici. On va dire égal new post. Et on va l'initialiser avec le titre qui est égal à postdto.title et le content à postdto.content. Là, évidemment, on doit demander à ce qu'il puisse, on doit vérifier si le post DTO ici est bien valide. Ça veut dire que le nom est bien requis et le contenu est requis. Là, ce qu'on va faire, c'est que on fait if model state.isValid. Ce modèle state là, c'est ça qui nous indique si il a bien effectué les validations. Si ce n'est pas le cas, on va retourner une réponse de type bad request et on lui passe le modèle state en question. Modèle state. Voilà. Sinon, on crée bien notre post. Ici, la date, on n'a pas besoin de le préciser vu que c'était précisé par défaut, mais on peut faire ça, datetime.now. Et on continue l'exécution normale de notre programme. On vérifie bien que le serveur a correctement redémarré. Là, on voit qu'il a eu un problème. On appuie sur CTRL R pour qu'il puisse refresh ici. Là, dans Swagger, on remarque maintenant qu'il nous dit qu'il a besoin du titre et du contenu. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Là, on va essayer. Et là, le titre, on va mettre un article 2. Si je ne mets pas du contenu et que je soumets, j'obtiens bien une erreur de type 400 bad request ici, avec là la validation de postdto field is required. Ok, donc là, on met content, on précise, on ajoute le content ici. Là, je dis en contenu. Si j'exécute ma requête, j'ai bien une réponse de type 201 ici. Et si je rappelle la méthode l'URL index, là, on obtient bien nos deux posts qui ont été créés. Ici, on va donc faire la même chose pour le put. Pour le put, ici, qu'est-ce qu'on a besoin de modifier? On va créer un nouveau DTO à ce niveau-là. Ou à la limite, on va réutiliser le même parce que les utilisateurs ils ne peuvent éditer que le titre et le contenu. Là également, on va lui passer le create post. On aurait dû le appeler create post DTO, comme ça on sait exactement ce qu'on fait. C'est plus évocateur. Donc on change ça à create post DTO à ce niveau-là. Ici ça va être post DTO. Là maintenant, on doit dans un premier temps récupérer le post dans notre base de données en faisant post égal await ici context.post.find async. Ici on récupère à travers l'ID. Si le post est égal à nul, là on va renvoyer une réponse de type bad request parce que on tente de modifier un post qui n'existe. Maintenant à ce niveau là, il ne suffit plus qu'à faire post.title égale à postdto.title, le contenu égal à ça. Là pareil, on indique à notre au DB context ici que le post, l'état de ce post est maintenant à modifier et puis on exécute les changements. Super, donc si on reset, on va prendre le post qui est l'ID 1. On dit que le titre ici, c'est maintenant John. Et le contenu en contenu.
On réexécute la requête. Là, il nous renvoie bien une réponse de type 204. Et à ce niveau, si je réexécute cette requête, on a bien ici nos changements qui ont bien été effectués. Ici, il ne restait plus qu'à vérifier l'ajout, donc try it out, la récupération. Je fais exécuter, je récupère bien mon poste qui est écrit à ce niveau-là. Si je récupère le deuxième, il nous renvoie bien le deuxième. Si je récupère quelque chose qui n'existe pas, il nous renvoie bien une réponse de type 404 not found. Il nous reste plus qu'à faire la suppression ici. Public async task action result ici. Ici, on va pas appeler action result, on va plutôt passer par l'interface action result et on va appeler ça delete. Voilà. Là, on précise que le verbe HTTP ici c'est delete et on a toujours en paramètre un ID. Tous les action result ici dérivent de cette interface là action result. D'ailleurs ici, on n'a pas besoin de préciser qu'on a un action result de post, on a plutôt un action result parce qu'on n'envoie pas de post à ce niveau là. Ok, donc là on récupère le post await context.find async post. Là, si le post, on n'a pas trouvé de post qui correspond, on renvoie effectivement une réponse de type not found, ou sinon on demande au modèle contexte de supprimer ce post là et ensuite on lui dit d'appliquer les changements à la base de save change async. Puis à la fin, on va renvoyer une réponse de type no content parce qu'il n'y a pas de contenu à envoyer. On vérifie que le serveur a bien redémarré. Donc là, souvent, il a des problèmes. On appuie CTRL R pour qu'il puisse redémarrer correctement. Et on a bien une pointe ici delete qui s'est rajoutée. On va tenter de supprimer d'abord un poste qui n'existe pas. 4, on exécute. Il affiche, on obtient bien une réponse de type not found. Si on supprime le deuxième poste, on a bien 204 ici. Et si on récupère tous nos postes à ce niveau-là, on a bien un seul poste qui reste. Un dernier petit truc ici, là à ce niveau, on voit que le accept ici, il en a mis plein. Nous, si on souhaite préciser que notre API ne renvoie que les applications du JSON, on vient à ce niveau-là et à travers une annotation, on lui dit que cette classe ne produit que du contenu de type application JSON. Là, si on actualise, on n'a plus que application JSON à ce niveau. Et pareil, si on veut savoir plus sur qu'est-ce qui est possible de faire avec ces annotations, on tape ce lien, donc get start if soit cette librairie là, c'est ça qui génère en fait la documentation OpenAPI. Donc là, vous descendez, il faut normalement ajouter ceci, donc c'est ce qui est déjà fait dans le programme.cs là. Je crois qu'il y en a ici. Et ensuite, il faut, si l'environnement est en développement, ajouter Swagger et Swagger UI. Et voilà, là il nous explique pas mal de choses à faire. Ok, voilà, ça c'est si on souhaite personnaliser notre documentation en mettant le terme de service, l'exemple et tout ça. Après, si on veut ajouter par exemple la description d'une action, là si on copie ça par exemple et qu'on revient à ce niveau-là, à la météo delete, on colle ceci. Là, on vérifie qu'il a bien redémarré. Là, maintenant dans delete,
bon, on n'a pas les bonnes explications malheureusement. On va tenter de redémarrer. Bon, ça ne s'affiche pas, peut-être que j'ai dû manquer quelque chose, mais en gros, c'est ça qu'il faut faire. Donc si on doit résumer, ASP.NET Core, c'est un framework qui est très puissant, qui permet en fait de concevoir des applications modernes. Vous avez vu que c'est plutôt très simple de pouvoir créer des contrôleurs. Bien évidemment, il y a des actions compliquées qu'on n'a pas pu prendre en compte, telles que la pagination et autres. Mais côté validation, on a vu qu'on peut créer notre notre objet qui représente notre requête, et à travers les annotations, pouvoir spécifier toutes les règles de validation. Pour vérifier que notre requête est correctement validée, on peut appeler ce modèle state là pour qu'il puisse nous vérifier que tout est correct. Et on peut très facilement envoyer ici des réponses avec des verbes HT, avec des verbes REST, non, des réponses REST valides, et lui derrière il se chargera de mettre les bons en tête et tout ça.